Bonjour, je suis Christophe Pat, le fondateur du média myrhline.com, dédié aux professionnels des ressources humaines. Bienvenue dans T'as raté le coche, le podcast qui décrypte les tendances et l'actualité du monde du travail. Dans cet épisode, on va se demander ce qui se passe quand l'expérience candidat devient une priorité pour les RH. En effet, recruter aujourd'hui est devenu ultra complexe. Comment s'assurer que les candidats vont postuler ? Pour répondre à cette question, j'ai 3 invités aujourd'hui. Irénée Berthet, Marketing Strategic Manager chez Le Bon Coin, Adrien Lomagro, Country Manager pour Softgarden et David Bernard, CEO d'Assess First. Venez, je vous invite à les rencontrer. Bonjour Irénée. Bonjour Christophe. Bonjour Adrien. Bonjour Christophe. Bonjour David. Salut Christophe. Irénée, je te laisse te présenter. Bien sûr, je m'appelle Irénée Berthet, ça fait 6 ans que je travaille chez Le Bon Coin et je m'occupe du marketing stratégique pour la catégorie emploi. Adrien. Donc moi je suis Adrien, je suis le country manager de Softgarden, un ATS, un logiciel de recrutement pour le marché français. Et David. Bonjour, donc je suis David Bernard, je suis psychologue du travail, spécialisé en psychologie quantitative, et je suis le fondateur et le CEO d'Assess First, donc une société que j'ai fondée il y a 21 ans maintenant, et aujourd'hui on est le leader européen sur la partie recrutement prédictif et gestion prédictive des talents. Merci à tous d'être là ce matin. On va commencer par une question simple que je vais te poser. C'est quoi un candidat en 2023 ? Est-ce qu'il y a un portrait robot ? C'est une très vaste question. Déjà, c'est important de se dire que c'est un candidat qui est en 2023, parce qu'on a remarqué déjà que les candidats, ils avaient énormément changé, notamment entre avant Covid et après Covid. Mais si je dois donner un portrait robot des candidats, je dirais que les candidats, aujourd'hui, ils sont jeunes, ils sont à la recherche de stabilité, ils sont généralement en veille active, et enfin, ils sont extrêmement exigeants. Donc pourquoi ces 4 adjectifs pour définir un candidat ? Alors, ils sont jeunes, déjà, il faut savoir que 43% des personnes qui sont en âge de trouver un emploi sont de la génération Z ou des millennials. Donc ça veut dire grosso modo entre 18 et 34 ans. Le deuxième élément sur la recherche de stabilité, c'est que 73% d'entre eux recherchent un CDI, donc d'où ce sujet de stabilité, et qui peut être un petit peu paradoxal vis-à-vis de tout ce qu'on peut entendre sur le marché. La deuxième chose qui est très paradoxale aussi, c'est la recherche de proximité. 94% recherchent un travail à moins de 20 minutes de chez eux. Là où on parle énormément de télétravail, parfois, en fait, on voit aussi que 6% des offres d'emploi, c'est des offres qui suggèrent le télétravail. Tout le reste ne le suggère pas forcément. En veille, pourquoi en veille active ? C'est qu'on en a 67% qui sont en poste, donc du coup, qui vont avoir moins l'occasion de chercher de façon très active. Et il y en a 19% qui sont vraiment en recherche active parmi tous ces candidats. Et enfin, très exigeant, ça, on en parle beaucoup de ce côté, l'inversion du pouvoir entre le recruteur et le candidat. C'est toujours une réalité. Et exigeant parce qu'ils sont exigeants vis-à-vis des politiques RSE des entreprises, par exemple. Mais aussi, ils attendent énormément de transparence de la part des recruteurs pour pouvoir se projeter dans l'entreprise pour laquelle ils postulent. Par exemple, 24%, on voit que les offres d'emploi qui mettent le salaire, ça augmente leur efficacité, donc le nombre de candidatures de l'ordre de 24%. Donc voilà, moi, un petit peu le portrait robot qu'on en fait chez Le Bon Coin. Adrien, David, vous avez quelque chose à rajouter ou ça vous paraît aligné avec ce que vous avez comme image du candidat ? Déjà, c'est une présentation qui était extrêmement complète. Non, c'est très aligné avec d'autres études qu'on peut lire par ailleurs, je pense. Ouais, exactement, et ça rejoint aussi d'autres thématiques. Il y a des mots importants dans ce qu'a dit Irénée, par exemple le besoin de transparence, le besoin de visibilité. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont en corrélation, en lien étroit avec ce qu'on peut dire par la suite, si on va un peu plus en profondeur sur ce qu'attend le candidat. Ouais, c'est vrai que sur les critères notamment du salaire, afficher le salaire et afficher également des modalités extrêmement concrètes. Par exemple, sur le télétravail, pour les candidats qui sont en recherche de télétravail, on se rend compte, quand on discute avec nos clients, que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que typiquement, les boîtes qui vont mettre simplement possibilité, une certaine flexibilité, télétravail, mais sans préciser est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 3 jours, est-ce que c'est par semaine, par mois, on voit que ça peut faire chuter les taux de réponse. Ouais.
Ouais, il y a des choses aussi qui sont intéressantes vis-à-vis des candidats, c'est comment est-ce qu'ils vont s'informer, et comment est-ce qu'ils vont rechercher une offre d'emploi. Alors les job boards, ça reste quand même un élément incontournable, mais on voit l'émergence d'autres médias comme par exemple les réseaux sociaux qui sont vraiment des éléments prépondérants dans la recherche. Par exemple, si on prend juste la génération Z, il y en a 40% d'entre eux qui disent vouloir privilégier la recherche sur TikTok versus la recherche sur Google. Donc c'est des chiffres qui sont ahurissants, hallucinants, et qui sont à prendre en compte pour nous qui travaillons dans le secteur de l'emploi et pour tout recruteur qui chercherait en fait à se rendre visible auprès de cette génération-là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Là, tu parles d'une population en particulier qui a des préférences. Et donc, on en vient à l'expérience candidat, en fait, parce que j'imagine qu'en fonction des tranches d'âge, des secteurs, de ce que recherche le candidat, parce que tu as dit qu'il avait besoin de sécurité et de transparence, il va rechercher une expérience collaborateur adaptée finalement presque à sa personnalité. C'est ça l'expérience candidat, Adrien ? Je pense que déjà pour essayer de définir l'expérience candidat, c'est un peu un fourre-tout, il y a plein de choses qui se trouvent là-dedans. La première chose, c'est le côté temporalité. À partir de quand tu décides, là se déclenche l'expérience candidat. Parce que très souvent, on va dire, l'expérience candidat, c'est dès qu'il y a acte de candidature, dès qu'il postule. Non, en fait, parce que l'expérience candidat, elle commence en amont, elle commence avant ça. Quand il se met en tête que ce soit un candidat passif ou actif, aujourd'hui, il y a de plus en plus de candidats passifs, parce que tu es obligé d'aller les chasser, d'aller les chercher là où ils se trouvent. Et du coup, l'expérience candidat, elle est déjà là, en fait, dans la première impression qu'ils vont se faire de la personne qui va les chasser sur LinkedIn. Elle va être dans la première impression quand tu vas aller sur un job board, sur le Bon Coin Emploi ou d'autres sites, d'autres plateformes comme ça. Ça commence là, l'expérience candidat. Et ensuite, après, en découle toute une suite logique d'éléments qui vont se trouver sur son chemin. Mais ça commence quand même beaucoup plus en amont que ce qu'on croit. David ? Ouais, je pense que pour moi, ça commence en effet très, très, très en amont, y compris dans l'image que tu vas te faire de l'entreprise avant même que tu ne penses à postuler. C'est-à-dire, tu as des entreprises aujourd'hui très, on va dire, permissives ou qui est très cool sur, est-ce que je laisse mes collaborateurs s'exprimer sur LinkedIn ? On se rend compte, par exemple, que ça peut avoir un impact extrêmement positif. C'est-à-dire que, imagine-toi, tu es là, tu es en train de scroller, tu lis 2-3 trucs, et à un moment donné, tu vois certaines entreprises que tu suis, avec des collaborateurs qui vont prendre la parole, donc qui vont aussi faire ressortir quelque chose des valeurs de l'entreprise. Tu vois, tu les vois même interagir avec leurs clients, avec des prospects, parfois entre eux même. Et en fait, de tout ça, tu vas te faire des impressions, tu vas ressentir certaines émotions, tu vas te dire ouais, ça c'est une boîte cool, ça a l'air d'être sympa chez eux, je me projette bien, je me vois bien dans cette entreprise. Et puis après, bien évidemment, il y a ce moment où tu considères le fait de postuler dans la boîte. En tout cas, tu commences vraiment à te projeter, à te dire pourquoi pas. Et là, c'est tout le parcours depuis le moment où peut-être tu vas voir une offre. Comment est-ce que tu vas accéder à cette offre ? Est-ce que le parcours est fluide ? Ça veut dire que la marque employeur fait partie de l'expérience collaborateur. C'est pas un préalable, en fait. Alors pour moi, ça fait à 100% partie. C'est l'introduction, en fait. Alors, tu parles de ça, je rebondis dessus, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment, qui boycottent un peu les prises de parole libres de leurs collaborateurs sur les réseaux sociaux. Toi, c'est pas le cas chez Assess First. Non, du tout. La guideline, elle est claire. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils veulent, en fait. On ne va pas chercher à interférer. Il n'y a même pas de guidelines, tu vois, sur le voilà, utiliser tel ton, utiliser tel mot. En même temps, c'est plutôt très raccord avec notre mission, tu vois. La mission qui est de dire, voilà, on va identifier, on va permettre aux individus, aux entreprises de comprendre en quoi ils sont uniques, les inspirer à exprimer leur plein potentiel. À un moment donné, ce qu'on dit à nos clients, c'est recruter les personnes sur qui elles sont plutôt que sur leur passé révolu. À un moment donné, quand tu recrutes une personne pour qui elle est, c'est pas pour derrière la museler ou chercher à contrôler sa parole. Après, je comprends que dans certaines entreprises, il y ait quand même certaines guidelines qui soient posées. Mais je pense que le plus tu vas laisser tes collaborateurs libres de s'exprimer, le plus tu vas avoir cette impression d'authenticité qui va se dégager justement des échanges que tu peux lire sur les différents réseaux. Ouais. Irané, toi, cette définition expérience candidat, te convient ? Tu voudrais rajouter quelque chose ? Moi je suis complètement d'accord et j'appuierais la notion de marque employeur
particulièrement si on part du principe que le portrait robot qu'on a vu ensemble est le bon, effectivement, la marque employeur devient clé, que ce soit en amont même du processus de l'expérience candidat. Donc c'est avant même que le candidat ait réfléchi à vouloir postuler à l'offre, s'il a déjà été accoutumé à la marque, ça peut faciliter énormément derrière la suite du process de candidature pour un candidat et donc améliorer son expérience candidat. Nous, on part du principe que pour proposer une expérience candidat réussie, il faut respecter 3 engagements. C'est la transparence, la fluidité et l'engagement. Et donc, du coup, c'est avec une myriade d'acteurs qu'une entreprise peut réussir vraiment cette parfaite expérience candidat. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet plus en détail. J'ai imaginé 3 étapes de cette expérience candidat. La première étape qui est l'attraction, comment je fais en sorte d'attirer les candidats. La deuxième étape qui est la conversion. Alors la conversion au sens où le candidat a postulé, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le convertis ? Quel parcours je vais lui offrir ? Et puis la dernière étape qui est la validation. Parce que l'objectif étant d'avoir les bons candidats aux bons endroits. Je pense que toi, tu es plutôt bien placé pour nous parler d'attraction parce que tu es une des portes d'entrée du candidat. Comment on les attire ? Comment ça marche aujourd'hui ? Alors, juste pour finir ma question, le modèle job board un peu à l'ancienne, je pose mon annonce et j'attends, est-ce que c'est toujours suffisant ? Alors, ça reste en fait primordial de l'avoir. Après, est-ce que c'est suffisant ? Ça dépend. Je vais faire une réponse de Normand un petit peu. Ça dépend du secteur d'activité. Mais si vous voulez vraiment proposer une expérience candidat parfaite et de pouvoir toucher l'intégralité des candidats qui peuvent répondre à votre offre d'emploi, alors déjà, il faut répondre à 5 grandes questions. Est-ce que je diffuse au bon endroit ? Est-ce que je diffuse au bon moment ? Est-ce que je diffuse les bonnes informations ? Est-ce que je touche les bonnes cibles ? Et enfin, est-ce que je propose un parcours adapté ? Donc du coup, si vous voulez, je vais y aller très très vite. C'est comment est-ce qu'on peut répondre à chacune de ces questions de façon extrêmement concrète. Donc, est-ce que je diffuse au bon endroit ? Il y a un chiffre qui est très très important, c'est pour qu'une marque employeur soit bien touchée et qu'on touche vraiment l'univers de tous les candidats possibles, il faut que la marque employeur elle soit visible 8 fois sur l'univers du digital. Donc, quelles sont les différentes modalités ? Il y a évidemment le job board, il y a la promotion de la marque employeur sur le job board, il y a aussi l'utilisation de la publicité auprès de personnes qui sont en veille active et donc du coup qui ne sont pas forcément sur un job board mais qui se baladent sur d'autres endroits. Alors, j'en parle très, très bien parce que nous, chez Le Bon Coin, on a 76 catégories, donc 76 opportunités différentes de toucher un candidat en fonction de son univers et en fonction de son comportement. Donc voilà, et on en a parlé, LinkedIn peut être aussi, via les collaborateurs, une autre porte d'entrée extrêmement intéressante parce que beaucoup plus personnalisée et aussi très pertinente. Les réseaux sociaux en sont une autre encore, puisque on sait 50% des candidats recherchent sur les réseaux sociaux un emploi. Donc, est-ce que je diffuse au bon endroit ? Oui, de toute façon, n'importe où vous diffuserez, sauf cas exceptionnel, ça sera une bonne idée. Derrière, est-ce que je diffuse au bon moment ? En fonction du métier, du secteur, et ça, les recruteurs le savent mieux que moi, il y a des saisonnalités. Donc ça, c'est la première chose. Et enfin, le deuxième élément, c'est d'aller voir des acteurs de diffusion qui vont solliciter candidats actifs et passifs au bon moment avec leur expertise. Alors, si je donne un exemple très concret, c'est par exemple des job boards qui vont utiliser leur CRM pour vraiment inciter le candidat à postuler. Est-ce que je diffuse la bonne information ? On a déjà répondu à la question partiellement, c'est salaire, plus 24% de candidatures sur une offre d'emploi. Donc plus vous allez mettre des informations, plus vous allez renseigner une offre d'emploi, meilleur sera le matching. Et donc du coup, meilleur ça ne veut rien dire, mais ça sera la meilleure façon de toucher un candidat. Et c'est vraiment en donnant le plus d'informations possible et en lui permettant de se projeter. Donc après, est-ce que je diffuse aux bonnes cibles ? Alors là, les bonnes cibles, on va pouvoir les toucher via, d'une part, son formulaire de contact, c'est-à-dire si vous avez besoin que votre candidat ait un permis ou des diplômes très spécifiques, il va falloir les renseigner. Comme ça, vous allez toucher vraiment les bons candidats. Vous allez avoir des candidats qui sont extrêmement qualifiés et qui répondront bien aux attentes que vous pouvez avoir. Et enfin, est-ce que je propose un parcours adapté ? Les sites carrières
qui ont des kilomètres de long de questions avec des SERFA. Alors attention, c'est pas en inadéquation avec le premier élément où je disais poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions, mais il ne faut pas non plus en poser trop. Et aussi trouver des parcours extrêmement simples. Privilégier par exemple de pouvoir postuler directement sur le job board par exemple et d'éviter énormément de redirections qui vont vous créer un taux de déperdition. Et du coup, ça sera mon dernier chiffre parce que j'en ai donné énormément, c'est qu'il faut savoir que quand vous cliquez sur postuler et que vous êtes redirigé vers une page carrière, le taux de déperdition entre ces deux moments-là, c'est 80%. Donc c'est vraiment énorme et vous perdez des grosses opportunités pour toucher tous les c'est de candidats. postuler directement sur le job board et de ne pas faire une redirection. C'est de privilégier ça et que tous les job boards privilégient aussi ce type de candidature. Okay. Ma deuxième reco, c'est évidemment d'éviter qu'en tant que recruteur, vous ayez des formulaires de contact qui soient trop longs, dignes de SERFA. Donc voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Ça marche. Alors effectivement, un candidat aujourd'hui qui se dit j'ai envie de changer de job, peut-être qu'il va taper avant même d'aller voir un job board, une requête sur Google. Et là, Adrien, j'ai envie de te poser la question parce que je me dis je cherche un job, développeur web. Voilà, le truc facile à recruter en 2023, très bon exemple. Et là, je tombe sur plein de sites. Je tombe sur Glassdoor qui arrive dans le top 2 quand je fais cette requête, par exemple, qui va me dire faut pas que tu ailles bosser chez eux, faut que tu ailles bosser là, tu as des avis. Je sais que c'est un sujet que tu connais bien et tu as un avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet, et notamment sur l'importance du site carrière et de la place du site carrière dans l'expérience candidat? Oui, et en fait, c'est étroitement lié avec ce que disait Irénée. Et tout à l'heure, quand il parlait de transparence et de ce besoin-là aussi pour le candidat. Alors, là où je suis d'accord avec Irénée, c'est qu'effectivement, tu peux pas te passer aujourd'hui encore du job board parce que c'est une vraie source d'entrée, c'est une vraie porte d'entrée. Là où j'irais peut-être un peu plus loin, ou en tout cas j'élargirais aussi sur ce sujet-là, c'est que le candidat, dans ce besoin de transparence, il veut un accès rapide à des infos claires, en fait. Et c'est pas forcément qu'il est devenu plus difficile, c'est juste qu'aujourd'hui, il a besoin de savoir plus vite et savoir mieux. Parce que du coup, le contexte fait qu'il a un peu plus le choix, etc. Donc, il faut aller un peu plus à l'essentiel. Et souvent, je ne vais pas voir toutes les infos au même endroit. Donc, il me faut ces 3, 4, 5 infos clés, on va dire. On est tous d'accord, il y a le salaire dedans, l'avis des collaborateurs. Tu parlais de Glassdoor, par exemple, ça fait la transition. En fait, souvent, je vais avoir les infos de la job description, tout ce qu'il y a dans l'intitulé de poste, etc. Quelles seront mes missions, c'est chouette. Mais souvent, il me manque un peu d'informations. Oui, une entreprise se présente comme leader de son marché, de son secteur. On est tous le leader de quelque chose. Mais il me faut un peu plus. Et souvent, j'ai la majorité des candidats qui vont avoir besoin d'avoir les retours d'expérience, tu vois, des collaborateurs, des employés fraîchement embauchés, et de savoir quelle était l'expérience réellement pour eux. Et du coup, il n'y a pas de meilleure source aujourd'hui dans l'opinion publique. Si je demande à quelqu'un où tu vas chercher tes avis, tout le monde va me dire Glassdoor. Parce que Glassdoor a hyper bien compris le mécanisme, en fait. Ils vont générer du trafic sur les réputations, on va dire, des entreprises, sur l'intérêt suscité par Le Bon Coin, Assess First, Softgarden, Mayer Ashline, tous les gens qui vont chercher sur les entreprises, et ben eux, ils vont récolter ça, en fait. Donc, tu te dis, mais pourquoi, en tant qu'entreprise, je ne vais pas bosser pour ma pomme et dire, je suscite de l'intérêt, en tout cas de la curiosité à ce stade-là. Pourquoi pas récupérer tout ce trafic sur ma propre plateforme. Et en fait, c'est là qu'intervient le site carrière comme une vraie alternative, voire le prolongement même du job board, parce que je pense que c'est pas du tout incompatible et que les deux, l'idée c'est de diversifier aussi ses sources et d'optimiser, d'avoir le plus de chances possible de récupérer l'intérêt suscité. Et c'est là que le site carrière peut intervenir, parce que du coup, je peux m'en faire une vraie vitrine pour faire venir le candidat et lui délivrer toutes les réponses à ces questions de façon assez claire. Alors après, il ne s'agit pas justement de faire un parchemin et un truc hyper long et compliqué et qui ne s'y retrouve pas, de faire des formulaires hyper compliqués, mais juste d'avoir les infos clés pour pouvoir faire venir le maximum de personnes. Après, j'élargis un peu le sujet, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
il y a pas mal de termes qu'on entend, qu'on discute comme ça, quand on fait le portrait robot d'un candidat, quand on parle d'expérience de candidat. Il y a beaucoup de mots en fait qui sont repris du monde du marketing. Toi qui es issu du monde du marketing, Irénée, c'est des mots, les mots persona. Connaître sa cible, on parle de targeter, de connaître sa cible, d'avoir les bons canaux, de savoir quand diffuser, ce côté temporalité, quand diffuser, où, quelles questions adresser, etc. Tout ça, ça vient du marketing, ça vient même de l'activité commerciale d'une entreprise, quand tu vas aller trouver ton target group, ton audience, et t'adresser à eux. Et ce qui est drôle, c'est que toute cette sémantique-là, on l'utilise aujourd'hui, nous tous, au quotidien, quand on va apporter des solutions aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas passer outre. Et les chiffres partagés par Irénée sont hyper révélateurs. Quand il te dit que, je crois que c'était 40% sur la tranche des plus jeunes, 40% qui sont prêts à aller chercher de l'info, ils vont plutôt comparer sur TikTok, ils vont plutôt déclencher leur recherche sur TikTok. C'est incroyable comme chiffre. Mais du coup, tu te dis, c'est pas déconnecté du fait qu'aujourd'hui, il faille aller à l'essentiel, tout mettre... mais il faut les connaître, il faut savoir à qui tu t'adresses. Et en fait, je pense que souvent, tous ces termes-là vont faire peur, et je le comprends, au talent acquisition, aux équipes de recrutement, aux équipes RH, suivant la taille de ta structure, tu dis, ouais, mais moi, je suis pas un expert du marketing, je suis pas un expert de la com. Mais en fait, il s'agit pas de faire toi, aujourd'hui, un expert du marketing digital en tant que recruteur. Il s'agit de t'expliquer la mécanique et comment ça peut marcher, comment tu peux optimiser ça. Et en fait, souvent, il y en a beaucoup qui sous-estiment leurs propres connaissances, parce que qui connaît mieux la persona? Tu recrutes un ingé ou un développeur, le recruteur qui va chercher toute l'année des profils comme ça, en fait, personne ne les connaît mieux que lui. Il a l'habitude d'aller les chasser, d'aller interagir avec eux. Et en fait, il connaît mieux leurs pratiques que ce qu'il croit. Donc, des fois, essayer de se challenger. Moi, c'est des discussions que j'ai souvent parce que nous, oui, on a un logiciel de recrutement, un ATS, on fait le site carrière. Mais ça, c'est un point d'entrée dans le besoin des entreprises. Mais souvent, en fait, la moitié des clés, c'est eux qui les ont déjà. Donc, nous, c'est de mettre un peu ça en lumière. Donc, faire venir le candidat, c'est une chose. Lui donner tout au sein de la même page, c'est une chose. Remettre le site carrière au cœur du process de recrutement, oui. Toujours passer en complément par les job boards aussi. Mieux connaître son audience, oui. Mais en fait, ça, c'est déjà le cas. Donc, on met juste en lumière ce qui est déjà là. Et le mieux l'orienter, c'est tout. Comment tu crées une expérience candidat individualisée? Parce que l'expérience candidat, c'est pas une généralité finalement. David, par exemple, j'ai vu des boîtes utiliser des tests psychométriques en entrée de process, à la fois pour permettre d'optimiser le sourcing, et puis également pour donner tout de suite un feedback au collaborateur qui va le conforter dans son choix de parcours, ou finalement lui dire en fait non, t'es peut-être pas fait pour ça. Est-ce que ça c'est un bon process? Ouais, ça peut être un excellent process. Après, tout dépend bien évidemment combien de candidats tu draines sur tes offres d'emploi. Mais typiquement, il y a une solution en effet qui permet d'être même le premier point d'entrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne arrive sur le site carrière, tu sais, parfois sur certains sites carrière, tu vas te retrouver avec une section Découvrez nos métiers et avec 15, 20, 30 familles de métiers différentes. Quel candidat va prendre le temps de parcourir ces 15, 20, 30 familles de métiers avant de postuler? Quasiment aucun. Et en fait, imagine un système qui te permettrait de dire, voilà, tu arrives, découvrez les métiers qui vous correspondent le plus. Parce que parfois, tu arrives, tu es candidat, tu as une idée extrêmement précise du job que tu recherches, mais parfois, tu ne connais pas non plus tous les métiers qu'une boîte est en mesure d'offrir. Donc là, tu as une petite expérience qui va te permettre, en 5 à 6 minutes, déjà, on va s'intéresser à qui tu es véritablement, c'est-à-dire tu vas compléter un petit questionnaire d'évaluation de la personnalité, détection des talents, et en fonction de ça, on va pouvoir te renvoyer 2 types d'informations. Le premier étant, quel est l'alignement entre qui tu es, tes valeurs personnelles, tes modes de faire, et ce qui fait l'ADN de la culture de la boîte. Donc ça, c'est déjà très intéressant, parce qu'encore une fois, on peut avoir une idée de ce qu'est une culture d'entreprise. Tu vois aussi beaucoup de boîtes aujourd'hui qui communiquent sur leur culture au travers une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Au départ, c'était très intéressant, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de vidéos qui se ressemblent, elles sont toutes lissées, toutes tournées de la même manière. C'est intéressant d'aller s'intéresser, de se dire, voilà, est-ce que mes valeurs, est-ce que qui je suis, est-ce que mon gouvernail intérieur, il va dans le même sens que celui de l'entreprise que j'envisage de rejoindre. Donc tu peux avoir cette première information. La deuxième information que tu vas trouver, c'est pour chacune des familles de métiers,
là aussi, on va te dire dans quelle mesure la personne que tu es, c'est-à-dire aussi bien la manière dont tu penses, ce qui te met en mouvement au travers de tes motivations ou encore tes éléments de personnalité, dans quelle mesure tout ça, eh bien, ça peut être un facilitateur de la réussite et de l'engagement dans les différentes familles de métiers. Et donc, de ce fait, on renverse un peu le truc. C'est plus au candidat d'aller chercher dans tous les sens, d'aller voir les 250 pages de présentation des différents métiers, mais on va lui apporter l'information eh bien, dont il a besoin et on va lui pusher les jobs pour lesquels il pourrait correspondre, même s'il n'a aucune idée de certains jobs. Ça intervient directement sur le site carrière. C'est un truc que tu peux intégrer comme je télécharge mon CV, ça va me pousser les offres. C'est le même mécanisme, hein, Adrien. Ouais, c'est des choses que tu peux intégrer. Effectivement, il y a différents biais. Comme je disais tout à l'heure, de tout centraliser sur le site carrière, c'est vraiment d'en faire l'encre un peu de ton parcours de recrutement à ce stade-là et de pouvoir aussi t'adapter et que chacun puisse trouver, mettre en lumière un peu les jobs qui lui correspondent. Ça, c'est chouette comme outil. Ça permet de mettre en lumière ce que toi, tu as à proposer, d'aller à l'essentiel. Parce que comme tu dis, David, si tu mets vraiment tout, si tu fais vraiment ton menu du jour, toute la carte avec entrée, plat, dessert ici, il n'y a personne qui va se taper toute la carte. Hein. Par contre, si tu arrives à savoir, ok, qui prend une entrée, qui prend un dessert, et d'essayer de segmenter et que ce soit très lisible pour tout le monde, là, ça fait beaucoup plus sens. Et après aussi, même, j'irai un peu plus loin, et quand tu es prêt à postuler, souvent là où aussi le bas blesse, c'est que quand je suis prêt, je suis intéressé, j'ai eu tout ce qu'il me fallait dans le meilleur des mondes, on va dire, toutes les planètes étaient alignées, c'est chouette, je suis prêt à passer le pas. Et là encore, souvent, ça va encore, aujourd'hui en 2023, ça va être compliqué en fait de passer le pas facilement. Et ça, je pense, c'est aussi un sujet, on parlait tout à l'heure de fluidité dans les premières raisons aussi, dans les premiers éléments clés, on va dire, à soigner dans le processus de recrutement. Et ça, c'est une réalité encore aujourd'hui. Et même si beaucoup de gens disent, oui, mais voilà, moi j'ai travaillé ça, on a une campagne en cours, on a médiatisé ça, on connaît bien notre personne et tout. Donc même si tu as super bien bossé jusqu'à cette étape-là, tu risques de tout envoyer par la fenêtre parce que tu n'as pas soigné aussi cette étape fluidité, facilité d'utilisation dans l'acte de la candidature aussi. Donc il faut aussi t'adapter aux différentes personas jusqu'à la fin. Il ne faut pas perdre le fil. Parce que si j'ai des exemples concrets, mais on a par exemple chez Softgarden des entreprises dans le secteur industriel qui cherchent des entreprises, des ouvriers d'usine, des chauffeurs poids lourds, des mécaniciens, des carrossiers, des choses comme ça, des profils qu'on retrouve aussi sur une plateforme comme Le Bon Coin. Et ben, ces profils-ci, si tu leur demandes de laisser leur CV systématiquement, lettre de motif, la plupart, ils n'ont pas forcément d'ordinateur portable à la maison à dispo. Donc ton parcours, en fait, il n'est pas adapté à ta cible. D'où l'importance de proposer des alternatives. Donc des easy apply sur le job board directement. Celui qui ne va pas faire acte de candidature sur le job board, il arrive sur ton site internet de pouvoir le convaincre, même sans CV. Après, si tu n'es pas prêt à passer le pas, tu as une étape intermédiaire. Par exemple, nous, on a la candidature simplifiée avec WhatsApp. Intégré dans le site carrière pour les profils comme ça dits de col bleu on va dire ou des profils même juniors, ça fait vraiment sens. Après un profil col blanc plus qualifié etc, ça fait pas forcément sens, mais du coup lui il a le bouton pour postuler rapidement avec LinkedIn par exemple, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir t'adapter aussi. Donc d'adapter le parcours, l'expérience, qu'il ait plus de visibilité sur ce qui est fait pour lui, oui. D'avoir du contenu qui soit adapté, oui. Qu'il ait un parcours simplifié sur les différentes plateformes, que ce soit le job board, que ce soit le site carrière également, mais de ne pas négliger aussi jusqu'à la dernière étape de l'acte même de la candidature. Ça, c'est important. C'est un bon exemple, le mécanicien. J'aimerais bien que tu nous expliques quelle est ta valeur ajoutée, toi, en tant que Le Bon Coin, à m'aider à sourcer ce type de personnes. Comment tu les détectes ? D'accord, excellent. Donc, du coup, la première chose, c'est que je vais avoir mes candidats qui sont actifs avec mon job board. Donc, il sera important de déposer une offre d'emploi. Je vais proposer derrière un parcours extrêmement simplifié. Il faut savoir qu'il y a plus d'un Français sur deux qui vient sur Le Bon Coin pour tout type de besoin. Et du coup, qui sont détenteurs de l'application Le Bon Coin, logués, etc., etc. D'un autre côté, on a l'essor du mobile qui devient de plus en plus important. 75% des candidats recherchent une offre d'emploi sur mobile. Donc, du coup, le fait d'avoir l'application Le Bon Coin va permettre de fluidifier de façon exponentielle la possibilité de postuler à une offre d'emploi. Donc ça, c'est le premier élément très différenciant, c'est que vraiment, étant donné qu'on a une majorité de Français qui a l'appli
Le Bon Coin sur son smartphone, il va pouvoir postuler facilement. Le deuxième élément qui est assez important, c'est ces fameuses 75 catégories qu'on a sur le Bon Coin. Alors, ça bouge beaucoup, 75, 76, je suis jamais trop sûr, mais on est dans ces environs-là. On va pouvoir, grâce à toute la data qui est immense qu'on a sur le Bon Coin, pouvoir identifier des comportements qui font de certains personas des futurs candidats. Je m'explique, par exemple, c'est un exemple qui est très abstrait, qui est peut-être pas forcément vrai, mais imaginons qu'on observe que les personnes qui vont beaucoup sur la catégorie bricolage du Bon Coin soient en fait plus appétents derrière à postuler à des offres en tant que chauffeur routier par exemple. Et bien du coup on va pouvoir les identifier, pousser la marque employeur sur cette catégorie-là en fonction du comportement, donc à des heures précises, à des moments précis, et on touchera des candidats qui étaient initialement passifs et on va les transformer en actifs vis-à-vis de la société qui a repris nos services. Si tu cherches ton fameux mécanicien sur des voitures des années 60, potentiellement tu es capable de détecter les comportements de recherche de pièces mécaniques et autres sur ce domaine-là et de te dire peut-être que ces personnes-là pourraient aussi être intéressées par ce job. C'est exactement ça. Et donc du coup, ça va prendre différentes formes, mais notamment la forme de la promotion de la marque employeur dans un premier temps, et derrière la redirection vers l'offre d'emploi dans un second temps, pour passer de la prise de connaissance à l'acte, à l'intention de candidature. Alors là, on a deux éléments qui sont intéressants. Donc là, on a une analyse de comportement d'achat, en fait. Donc on rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On a une analyse de comportement d'achat qui laisse supposer un comportement candidat potentiel. Tout à l'heure, toi, David, tu parlais d'une analyse des compétences cognitives, comportementales et autres qui laisse aussi supposer un profil en adéquation ou pas avec un certain type de culture d'entreprise, parce que finalement c'est la clé avant tout. Donc en fait, le point de départ de toute façon de cette expérience candidat, c'est vraiment la validation de ces personas. Et c'est pas peut-être ce qui fait défaut aujourd'hui, non, à la plupart des recruteurs dans leur façon d'envisager le recrutement. Est-ce que la plus grande faille n'est pas là aujourd'hui ? Au-delà d'avoir des tests, un job board, un site carrière, est-ce que c'est pas le point d'entrée qui est finalement mal négocié dès le départ ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui nous disent j'ai 3-4 CV qualifiés par offre. Adrien ? Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Et aussi, c'est une phrase qui revient souvent, mais que tu t'entêtes souvent sur ta stratégie. Et je crois que là, j'ai plus les mots exacts en tête. Peut-être que c'est pas une citation exacte, mais en gros, tu fais toujours la même chose et tu espères des résultats différents. C'est exactement ça, en fait, que c'est la définition de la... C'est quoi la définition de la folie ? De la folie. Et je pense qu'on est plutôt dans la folie, en fait, côté RH, mais de façon totalement involontaire. Mais souvent, ils viennent nous voir, et en disant, voilà, Adrien, moi j'ai du mal, je recherche tel profil, tel profil, c'est vraiment compliqué, il me faut tel job board, il me faut tel truc, C'est surtout en termes de retour, est-ce que tu as pu analyser vraiment en termes de data, que tu as besoin de tout ça, tout converti, est-ce que tout fait sens ? Et est-ce que tu n'es pas en train de te disperser aussi sur toutes les plateformes sur lesquelles tu vas aller chercher, les canaux que tu vas aller chercher ? Peut-être qu'il faut revoir un petit peu ça. Et justement, ça revient au côté persona. Connais un peu mieux ton audience et tu sauras un peu mieux où aller les chercher, plutôt que de te disperser un petit peu partout. Et en fait, on va toucher à la conclusion sur ce point-là, mais en fait, ça reprend très bien ton introduction où tu as commencé par dire post-Covid, le candidat s'est transformé, voilà les nouvelles attentes. Et nous, autour de la table, on le sait parce que c'est notre métier. Mais en fait, il y a beaucoup de RH ou de managers, parce que souvent c'est le manager qui recrute et pas le RH en direct, qui eux n'ont pas ou ont encore du mal à se dire il y a un changement de posture et en fait on continue à recruter sur nos anciennes méthodes et ça fonctionne plus. Où on recrute les mêmes personnes qu'avant, mais en fait, c'est plus ça qui est à l'ordre du jour. C'est un peu ça la conclusion. Moi j'ai l'impression que les RH comprennent
qu'il y a une réelle évolution des candidats et que, en fait, par un mécanisme, il y a une évolution de leur métier. Et tu l'as très bien dit sur le volet marketing. Mais les recruteurs, ils sont très conscients, parce qu'on leur a posé la question, ils sont extrêmement conscients qu'ils sont en train de travailler sur de la ressource humaine d'un côté et du marketing de l'autre. Et donc c'est du marketing où il faut intégrer l'humain au cœur de sa stratégie toujours. Et c'est un petit peu ce paradoxe, cette ambivalence qu'ils doivent tenir de plus en plus dans leur quotidien et dans leur adaptation vis-à-vis du marché. Alors, s'ils en ont pris conscience, je pense qu'aujourd'hui, ils n'y sont pas. Hein. La mise en pratique est plus ou moins laborieuse, non ? Tout commence par une prise de conscience. Après, en effet, il faut que ça suive derrière, quoi. Il y a un autre point, tu sais, sur lequel on va peut-être pas trop insister, c'est aussi, je trouve, qui change pas mal là, sur la partie expérience candidat, c'est quelle est la valeur que j'offre à mon candidat. Tu vois, c'est-à-dire au-delà simplement de se dire, OK, je vais avoir un parcours fluide, informatif et ainsi de suite, mais c'est quoi concrètement la valeur que je vais offrir à mes candidats, ceux qui vont aller jusqu'au bout du process et qui vont être recrutés, mais également celles et ceux qui ne vont pas être recrutés, parce qu'en fait, on oublie parfois, mais recruter, c'est être dans le job du non. En fait, tu passes ton temps à dire non à 99% des candidats que tu vas rencontrer. Et on s'est rendu compte, nous, il y a un petit moment déjà, mais que justement, être en capacité d'offrir aux candidats un feedback, si possible, structuré, si possible, qu'ils vont pouvoir réutiliser par la suite, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, typiquement, si tu proposes des assessments, alors peu importe le moment du process où tu le mets, ça peut être en début de process, ça peut être à la fin du process, mais offrir à chacune de manière systématique un compte-rendu clair, détaillé sur qui je suis, quels sont mes points forts, quels sont mes talents, comment est-ce que je peux présenter mon profil, comment est-ce que je peux parler de moi en entretien également. Ça, c'est quelque chose qui, en définitive, va aider à créer une meilleure expérience candidat, mais également en termes d'image avec laquelle le candidat ou la candidate va repartir vis-à-vis de la boîte pour laquelle il a postulé est énorme. C'est-à-dire que, OK, cette entreprise, ça n'a pas fonctionné avec elle, mais quand je vois la valeur qu'elle m'a délivrée, j'en garde un bon souvenir. Et donc, du coup, de la même façon, on sait très bien qu'une personne qui a une expérience positive de recrutement, ça va jouer sur la probabilité qu'elle soit cliente ou pas derrière de cette entreprise. Donc, je pense que c'est également un des éléments auxquels il faut rester attentif. Ouais. Allez, on va conclure. Je vais vous demander à chacun de donner un conseil pour améliorer l'expérience candidat. Si vous aviez un conseil à donner à un DRH en face de vous. Un conseil, c'est pas suffisant pour moi, mais si je devais en donner un, c'est multiplier les supports de communication en touchant et les candidats en veille et les candidats actifs. Donc les candidats en veille, c'est la marque employeur à diffuser auprès de personas potentiellement intéressants. Et les candidats en recherche active, c'est évidemment, désolé, je prêche pour ma paroisse, mais utiliser les job boards et surtout le Bon Coin. Adrien, à part utiliser le meilleur ATS du marché, Softgarden, un autre conseil? Non, mais moi, franchement, ce que je dis à chaque fois, très honnêtement, c'est que tu peux digitaliser tout ce que tu veux. Tu peux écouter Adrien, David, René et Christophe, tout ce que tu veux. Mais en fait, je pense que les RH aujourd'hui, ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent. C'est eux qui sont les mieux placés pour changer les choses. C'est pas moi, de mon côté, de l'extérieur. Et en tant que manager qui recrute aussi, le manager aussi a son rôle à jouer. Et je pense que si on arrive déjà à mettre tout le monde, à aligner tout le monde, manager, C-level et le recruteur et le RH au milieu, je pense que déjà le boulot sera plutôt bien engagé. Donc déjà, ce que je ferais moi, c'est pousser les gens à mettre les choses sur la table, faire des petits workshops en interne et que tout le monde s'aligne et qu'on soit sûr de comprendre, ok, qui on veut aller chercher, quel est le plus gros challenge en matière de recrutement auquel on fait face, à quoi ressemble notre expérience candidate, faire vraiment un état des lieux parce que c'est maintenant, c'est le moment. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je viens du monde RH et pendant des années, dans le merveilleux monde des ressources humaines, tu avais la direction du recrutement d'un côté et les autres fonctions RH de l'autre. Et finalement, quasi aucune communication entre le recrutement et les autres fonctions,
avec un recrutement qui était un peu sur un piédestal mis à côté et très autonome. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Je rejoins parfaitement ce que tu dis. David, si tu avais un conseil à donner, ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bon, utiliser Salesforce, bien évidemment. Mais non, mais au-delà de ça, je pense que comprendre que l'expérience candidat, en effet, ça dépasse le cadre du RH ou tout simplement du talent acquisition. Et c'est bien prendre conscience que, en impliquant ses collaborateurs, justement, en leur laissant le champ libre pour prendre la parole, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça permet de faire transpirer, on va dire, la culture d'entreprise beaucoup plus que si tu essayes à un moment donné de tout contrôler, tout cadrer au millimètre. Et quand on dit impliquer le maximum de personnes, ça peut être les collaborateurs, les collaboratrices, mais également, alors tout dépend de la taille de ta boîte, mais par exemple, ne pas négliger l'impact, par exemple, même de faire intervenir, je ne sais pas, ça peut être, encore une fois, ça dépend de la taille de la boîte, mais des personnes C-level dans le cadre du recrutement. Par exemple, nous, on est 112, tu vois, bon, c'est pas une boîte énorme, mais quand même, et moi, je continue à avoir l'ensemble des candidats, et pas pour les valider, je sais que le taf a été fait par les équipes Talent Acquisition et les managers opérationnels, mais simplement pour continuer à vendre la vision. Je veux dire, ça permet vraiment de faire la différence et de closer les candidats à un moment donné, quoi. Donc, ça serait ça. Et puis, tu en as demandé qu'un, mais je vais en donner un deuxième. Désolé, je prends cette liberté. S'assurer le plus tôt possible d'intégrer des éléments justement de validation très concrets, mais qui reposent sur des faits. Par exemple, se dire, voilà, je recrute mes candidats, si j'évalue leur potentiel, déjà, je les recrute sur qui ils sont. C'est quand même vachement valorisant quand tu es un candidat, de ne pas être pris en considération simplement pour ton passé révolu, mais pour qui tu es. Et si tu peux intégrer ces éléments-là dans l'algorithme qui va permettre de faire avancer ou pas le candidat, et tu t'assures de lui délivrer une vraie valeur, c'est hyper gagnant pour tout le monde, en fait. Merci à tous les trois. Merci Merci. Christophe. Merci à vous.